Itopie, festival du 10 octobre au 10 novembre à Aix-en-Provence. Parcours art numérique, exposition, concerts, mapping vidéo, projection, spectacle et conférences. Conférence de Bernard Stiegler. Bernard Stiegler est philosophe. Il axe sa réflexion sur les enjeux des mutations actuelles, mutations sociales, politiques, économiques, psychologiques, portées par le développement technologique et notamment numérique. Bernard Stiegler fonde l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou en 2006. Il est professeur à l'Université de Londres depuis 2008. Il est également président d'Ars Industrialis, association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit, créée en 2005, ayant pour objet l'étude et la réflexion transdisciplinaire sur le nouveau mode industriel qui émerge avec le numérique. Entretien avec Bernard Stiegler. Bernard Stiegler, bonjour Bernard Stiegler. Bonjour. Bernard Stiegler, on ne vous présente plus, vous êtes philosophe et fondateur de l'association Ars Industrialis. Vous avez édité de nombreux ouvrages. Vous êtes ici à Marseille dans le cadre du projet Itopie. Vous allez donner 2 conférences. Et puis dernièrement, vous avez publié un dernier ouvrage qui s'intitule Pharmacologie du Front National. Je disais auteur de nombreux ouvrages, quand même quelques-uns, parce que vos ouvrages se suivent. Et il y a un travail au long cours. Par exemple, vous avez dernièrement publié État de choc, bêtise et savoir au XXIe siècle. De la bêtise, il en est question dans cet ouvrage Pharmacologie du Front National. Vous avez également publié un autre ouvrage qui s'intitule Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, de la pharmacologie. On retrouve pharmacologie dans ce titre. Et puis également un autre ouvrage pour une nouvelle critique de l'économie politique, aux éditions Galilée. La question de la critique de l'économie politique, il en est aussi question dans cet ouvrage Pharmacologie du Front National. À vous lire, il y a quelque chose qui se produit comme une évidence d'un constat. On partage un constat avec vous assez rapidement. Le constat qui est que nous vivons dans une société, au fond, comme vous le dites très justement, très toxique, une société malade, du fait à la fois d'un consumérisme que nous connaissons maintenant, des effets du marketing. On vit une sorte d'appauvrissement des consciences, d'appauvrissement de l'esprit, un ultralibéralisme très sauvage qui ravage tout. Et on se dit comment de cette évidence on passe à la question du changement, c'est-à-dire de décider qu'il faut changer. Et on a le sentiment qu'au fond, ça change peu au regard de cette évidence et de ce constat partagé. Alors comment vous l'expliquez finalement que de cette évidence à la décision, eh bien, il y a quelque chose qui ne passe pas, quoi. C'est parce qu'il y a un saut que nous n'arrivons pas à faire. Alors je dirais même que c'est pas que ça change peu, c'est que ça change en pire. Plus on s'accorde sur l'évidence, plus on la voit partout, et plus on se dit mais c'est encore pire que ce qu'on imaginait. Et par ailleurs, la situation s'aggrave très 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 vite. Je parle aussi bien de la situation politique européenne, française, ou planétaire, que par exemple les révélations de Snowden et de toutes ces dimensions redoutables de notre époque la plus récente. Je dis redoutable parce que tout ça n'est pas loin de l'état de panique. Et dans l'état de panique, les moutons de Panurge, comme leur nom l'indique, sont tout près de foncer dans les ravins. Alors, pourquoi effectivement, comment se fait-il que nous accordant sur le constat, nous ne parvenions pas à passer au stade supérieur? D'abord parce que, comme vous le dites très justement, il s'agit de faire un saut, et les sauts, ça fait peur. Deuxièmement, c'est une lutte. Autrefois, on parlait de la lutte des classes. C'est pas seulement la lutte des classes, c'est encore bien plus compliqué que ça. C'est une lutte de la bêtise aussi, du conservatisme qu'on ne trouve pas que du côté du capital ou des possédants. Il y a véritablement une révolution culturelle à opérer qui suppose un changement global à tous les niveaux de la société, parce que tous ces niveaux sont affectés par le processus que j'essaye de décrire.
Alors, le problème, c'est nous sommes dans une situation aujourd'hui qui relève pour moi un petit peu de ce que René Thom décrivait dans sa théorie des catastrophes. À savoir que nous sommes à un moment de rupture, c'est tout à fait clair. Tout le monde le comprend maintenant, plus ou moins bien, ou plus ou moins mal. Et quand je dis plus ou moins mal, je parle de moi, je veux dire, parce que j'ai du mal à comprendre tout ça. Beaucoup d'aspects m'échappent, mais tout le monde sait maintenant que ce processus est là. Je ne connais plus personne qui aurait l'outrecuidance de dire pas du tout, il ne se passe rien du tout. C'est fini ça. Tant mieux. Mais ça veut dire aussi que la situation s'est extrêmement radicalisée et extrêmement aggravée. Et évidemment, en France, politiquement, ça se traduit par la très vraisemblable arrivée du Front National à la direction des affaires de la France. Et pas simplement en France d'ailleurs, parce que toute l'Europe est en train de s'extrême droitiser. Et justement, la force de votre ouvrage est de dire, ne disons pas que c'est de la faute des électeurs du Front National. Ni des électeurs du Front National, ni même des militants du Front National. Bien entendu que les militants, moi je les combats, ces gens-là, et depuis très longtemps d'ailleurs. Mais c'est nous qu'il faut combattre, c'est notre incurie. Car si le Front National a aujourd'hui l'audience qu'il a, et elle est très très grande, bien plus encore qu'on ne le dit, et elle va continuer à croître énormément, c'est parce qu'il n'y a aucune proposition sérieuse alternative qui vienne d'où que ce soit. Et je dis bien d'où que ce soit. Certainement pas le Front de gauche, certainement pas les décroissants, rien de tout cela n'est à la hauteur de la situation. Je ne parlerai pas de 36 000 autres propositions classiques ou non classiques auxquelles on peut penser. Ce que je pense, c'est que nous sommes donc dans une situation qui est proche de ce que dit René Thom dans sa théorie des catastrophes. Qu'est-ce que c'est que la théorie des catastrophes? C'est une morphogenèse des transformations. Donc la médaille Fields de mathématiques René Thom avait décrite il y a déjà maintenant 40 ou 50 ans. C'est pour ça qu'il a eu la médaille Fields. Et qui montre que dans des périodes comme celle-ci, ou dans des processus de transformation d'un système quelconque, ça peut être un système physique, un système vivant, un système sémantique même, une accumulation de potentiel se produit. Et cette accumulation de potentiel, eh bien, elle ne change absolument rien à la situation, tout en faisant une énorme pression sur la situation. Et d'un seul coup, elle change quelque chose. Et la question, d'un seul coup, c'est l'événement. Quel est l'événement qui, tout à coup, va cristalliser, catalyser ce potentiel? C'est sur cette question que je travaille. Sachant que moi, l'événement, il est imprévisible. Donc, et je ne suis pas un activiste au sens, je dirais, des positions parfois radicales, voire terroristes, qui consistent à dire il faut faire péter la situation. Je ne crois pas. Je suis contre, j'ai toujours été contre toute forme de violence sociale et de terrorisme, même si je suis assez radical dans mes positions politiques. Et je pense en revanche que, par exemple, je prends un exemple qui est pris par René Thom. Il y a dans une vallée un gros glacier, une vallée de montagne. Il y a un gros glacier et les spécialistes des glaciers disent que ce glacier va bouger parce qu'il a une masse très importante, parce que telle et telle raison font que... Mais on ne sait pas quand. On ne sait pas exactement quand. Comme, par exemple, on sait aussi que le volcan à côté de Naples, le Vésuve, va exploser. On le sait. On ne sait pas encore quand. On ne sait pas exactement quand. Mais on sait que ça va arriver. Parce qu'il y a un potentiel accumulé. Il y a deux manières de faire. Enfin, il y en a trois. Il y en a une qui est de partir. Il faut pouvoir partir. Il y en a une qui est de dire je m'en fous. C'est ce que font les Napolitains aujourd'hui du Vésuve. Pas tous, mais la plupart. Et puis il y en a une qui consiste à déclencher le processus. Sur le Vésuve, on ne peut pas. Mais sur un glacier, on peut. Par exemple, on peut décider de dynamiter une moraine. Parce que la moraine en question, qui retient le glacier, Thom dit c'est une fourmi qui va en fait la faire bouger. Parce qu'une fourmi va déclasser un petit caillou, qui va faire que tout à coup, il y a un peu de sable qui va s'en aller, qu'une pierre va se déplacer, qu'un rocher qui était retenu par cette pierre va se déplacer, et finalement, tout le glacier va se déplacer. Et le glacier, qui fait 150 000 ou 200 000 tonnes, va emporter sur son passage la ville, les habitants, tout.
Alors, nous sommes dans une situation un peu de ce genre. Le grand regret que j'ai par rapport au pouvoir socialiste actuel, c'est qu'il y avait une chance l'année dernière, avec le changement politique, de dire « nous allons faire sauter le glacier ». De manière raisonnée, c'est-à-dire nous allons dire « on va faire partir les gens, poussez-vous, ça va faire des dégâts », mais on décide, et on va le négocier, parce que ça se négocie ce genre de choses avec les habitants. Et on dit « bon, pourquoi on va se faire sauter le glacier ?» Si je traduis dans un autre langage, le glacier c'est le monde consumériste, qui est devenu ultra toxique, qui détruit les enfants, leur attention, qui détruit la fiscalité nationale, donc la possibilité d'agir de la puissance publique, qui détruit la finance, qui produit de l'insolvabilité structurelle généralisée. Absolument tous les pays, y compris la Chine, sont devenus insolvables, etc. etc. Sans parler évidemment de la nature, de l'environnement et toutes ces choses-là. Tout le monde le sait. Il n'y avait qu'une chose à faire en arrivant au pouvoir l'année dernière, c'était de dire voilà, c'est comme ça, nous le savons. Et nous savons que nous devons passer dans une autre société. Il y a des tas de gens qui réfléchissent à ça. Ars Industrialis réfléchit à ça. Je ne veux pas dire qu'on a la science infuse et qu'on a raison, mais on a des propositions très concrètes et qui se réfèrent à des pratiques sociales existantes, pas des choses... Et c'est un problème de courage? D'abord, c'est un problème de culture, ou d'inculture, de coupure aussi, de coupure de la réalité, très très gravement produite par le système de l'ENA, en France, mais c'est vrai dans toutes sortes d'autres pays. Hein. Et c'est aussi, et je dirais, c'est d'abord un problème d'intérêt d'acteurs qui gagnent énormément d'argent dans la toxicité, avec, comme les dealers. Hein, les dealers gagnent énormément d'argent avec la toxicité de l'héroïne. Aujourd'hui, les dealers de crédits toxiques spéculatifs sont très nombreux et extrêmement riches. On a entendu parler hier aux informations de ce type-là, le fonds spéculatif qui faisait 25% de retour sur investissement, ce qui est totalement impossible, sauf à être un voleur. Tout le monde savait que c'était un voleur, mais c'est un vol légal. Et bien cet homme-là, vous avez peut-être entendu parler de lui, il va devoir verser 1 milliard de dollars à l'État fédéral américain, mais il a 9 milliards de dollars sur son compte en banque, qui lui reste. 9 milliards de dollars, c'est pas mal. On peut faire beaucoup de choses avec 9 milliards de dollars. Refonder l'école, par exemple. Par exemple, refonder l'école. Aujourd'hui, vous le savez aussi, hein, Google Apple a plus de cash qu'un État comme la France, a beaucoup plus de marge de manœuvre. Google a ouvert, par exemple, à San Francisco, des écoles de formation aux technologies numériques de pointe de Hollywood, en disant, vous les utilisateurs de YouTube, venez vous former, nous vous formons, c'est maintenant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les maisons de la culture de Malraux sont aujourd'hui produites par YouTube. Mais pourquoi est-ce que YouTube fait cela? Pour construire un modèle qui correspond à son business model, hein, de comportement d'une espèce d'élite identificatoire d'ailleurs pour les contributeurs de YouTube, etc. Alors, voilà, il y a beaucoup de choses possibles. Il y a aujourd'hui des blocages de toutes sortes, politiques, économiques, il y a aussi des blocages psychologiques même, bien entendu. Il y a aussi une mécréance généralisée, les gens ne croient plus à rien du tout. Et donc, il y a des investissements massifs et un découragement énorme. Alors, moi je pense que peut-être qu'il est un peu trop tard là, pour qu'on évite en 2017 la venue du Front National au pouvoir. Bon, bah, s'il vient, il viendra. Hein. On va faire avec. Ce que je crois en revanche, c'est qu'il se plantera de toute façon très vite, parce qu'il n'a pas plus de marge de manœuvre que Hollande. Hein. Il se plantera très vite, alors on verra à quel prix il négociera la sortie de son plantage. Il faut espérer que ça ne sera pas dans la grande violence dont l'extrême droite est coutumière. Mais en tout cas, ce qui est très urgent de faire maintenant, c'est de construire une alternative. Si ce n'est pas avant, ça sera après. Blinded by your beauty, Tina, you turn my brain to mush. Tina, you turn my knees to jelly. Oh, Tina, I'm in shock. Tina, you're so irresistible. Oh, Tina, you're so hot.
nothing else matters. Yeah, Tina, you're all I've got. Tina, you've got me in your clutches. Tina, I'm putty in your hands. Tina, it's so painfully obvious. Oh, Tina, that I'm your greatest fan. Tina, Tina, I can't fight it. Your wish is my command. Tina, there's no denying. Oh, Tina, that I'm your man. Tina, you're so entrancing. Tina, I've seen the light. Tina, you're so mesmerizing. Oh, Tina, you're my Mrs. Right. No alternative, there's no one else for me. Tina, I'm at your mercy. You and I together, such a no-brainer. Tina, do with me what you please. Oh, please. Oh, Tina, what you please. Votre ouvrage s'adresse à la fois, d'une certaine manière, aux lecteurs, disons lecteurs en général, mais il s'adresse aussi aux hommes politiques, aux hommes et aux femmes politiques, et il s'adresse aussi d'une certaine manière aux intellectuels. Par exemple, vous aviez donc écrit un ouvrage qui s'intitulait Pour une nouvelle critique de l'économie politique, en prétextant du fait que la question de l'économie et la question politique avaient été déconnectées à tort. Mais on peut aussi se dire que l'économie, aujourd'hui, est une politique. Ah, bien sûr que l'économie est une politique, d'ailleurs ça a toujours été une politique, mais en même temps, il y a depuis la révolution conservatrice, où je soutiens dans ce livre aussi que Le Pen, en fait, je parle du père Le Pen, est un enfant de la révolution conservatrice, qui s'identifie à Reagan, qu'en fait les origines et les objectifs du Front National sont exactement le contraire de ce que dit Marine Le Pen officiellement, et donc il faut faire attention parce que les Français ont été déçus par Hollande, mais ils seront beaucoup plus déçus par Marine Le Pen encore, et ils vont comprendre leur douleur, comme on disait quand j'étais petit. Mais quoi qu'il en soit... Quand je voulais dire que l'économie est une politique, c'est au sens où c'est une politique qui ne s'avoue pas comme telle. Oui, mais alors, ce que je voulais dire à propos de la révolution conservatrice, c'est que la révolution conservatrice a pour but de liquider le politique en tant que tel, c'est-à-dire en tant que pouvoir d'une puissance publique autonome du marché. Ça, c'est vraiment le discours de l'ultralibéralisme de la révolution conservatrice, c'est de dire il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de politique parce que le marché, qui est une machine à calculer, calcule forcément bien. Et donc, on n'a absolument pas besoin de la politique. C'est ça, la réalité. Et de toute façon, c'est ce qui a effectivement produit la révolution conservatrice, parce que même s'il reste des hommes politiques que tous les Français prennent pour des marionnettes, pas seulement les électeurs du Front National, eh bien, on dit qu'ils sont pilotés par le marché. Ce qui est vrai, malheureusement. Totalement exact. Les hommes politiques, ce sont des marchandises politiques. Donc, ils ne sont plus des objets politiques. Parce qu'un objet politique n'est pas marchandable. Un objet politique, c'est un objet de volonté politique qui ne négocie pas avec les intérêts à court terme. Une volonté politique, c'est ce qui exprime l'intérêt à long terme, ce qui absolutise l'intérêt. Voilà. Alors, moi je crois qu'aujourd'hui, il est indispensable de reconstruire un espace politique, mais le dire c'est très bien, mais il faut le dire avec des arguments convaincants. Les arguments convaincants, quels sont-ils ? Ils sont ceux qui montrent que les intérêts du marché sont destructifs. Et je ne dis pas simplement destructeurs, au sens où je dis destructifs au sens où en mécanique on parle des contrôles destructifs. Par exemple, en mécanique, quand vous faites un contrôle sur quelque chose, pour contrôler, vous êtes parfois obligé de faire un trou, de percer. Vous faites relativement une destruction.
Aujourd'hui, l'économie des data, l'économie de la traçabilité de Facebook par exemple, c'est une économie destructrice. C'est-à-dire qu'elle est destructive, je voulais dire. Elle se fait au prix d'une amputation de personnalité de ceux qui sont sur Facebook. D'ailleurs, je le dis partout où je passe, sortez de Facebook. Si vous avez une page Facebook, sortez-en. Parce que autant Google est une entreprise qui produit de la valeur et qui on apporte des données, on contribue, mais en retour on a un vrai usage. Facebook, c'est un système de désocialisation et ça ne peut rien apporter d'intéressant. Absolument rien. Donc je pense que là, il faut être très très clair. Et je trouve que les hackers, le monde des geeks et tout ça n'est vraiment pas clair sur cette question. Et je trouve ça bien dommage, même s'il y a des gens qui ont pris des positions récemment, comme Geert Loving par exemple, qui est quelqu'un d'extrêmement connu dans ce monde-là. En Hollande, il a pris des positions très très claires. Bon, je ferme cette parenthèse. La question d'aujourd'hui, c'est de produire de la vision à long terme. Une vision à long terme crédible, attractive, vraiment désirable. Mais pour qu'une position à long terme soit crédible et attractive, il faut être capable de prescrire ce qu'il faut faire demain matin. Parce que si on n'est pas capable de dénoncer un chemin critique, on n'est pas crédible. En même temps, il faut peut-être aussi des récits, non ? Non, mais il faut toujours des récits, bien entendu. Il faut toujours des récits parce qu'en plus, il faut exprimer une volonté au conditionnel, c'est-à-dire voilà où nous voudrions aller, parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas de... Les Madame Soleil, il faut faire attention, ça s'appelle Madame Le Pen en fait. Hein. Donc, d'ailleurs, Madame Soleil et Madame Le Pen, ça marche ensemble. Hein. Mais, donc il ne s'agit pas de dire voilà ce qui sera, personne ne le sait, mais voilà ce que nous voulons. Mais pour créer cette volonté, il faut effectivement produire, non pas un storytelling, mais une représentation désirable, qui permettent de construire cette volonté, et puis ensuite, il faut dire quel est le chemin qui conduit au désirable. Et ce chemin, il existe. Dans ce livre, je fais des propositions très concrètes, très précises, il y en a 15. Voilà. Et sur la fiscalité, sur le droit du travail, sur l'organisation du travail, sur le fonctionnement de l'université, sur la politique industrielle, sur la politique culturelle, etc. Quelque chose d'extrêmement concrète. Pas un seul politique ne m'a répondu. Baroness Thatcher, who, as Margaret Thatcher, was Britain's first woman Prime Minister, has died. When Margaret Thatcher dies, there will be no tears. Save your sorrow for the people that she stomped for years. She tortured North of Watford with a vicious hate. So when Margaret Thatcher dies, let's celebrate. And I say, hey ho, here goes, tell everybody that we know she's gone. Color me with love. Yeah, build a bonfire, paint the sky. Come on down, I'll tell you why she's gone. And nobody cries the day that Margaret Thatcher dies. The day that Margaret Thatcher died. You wanna give her a state funeral? Well, that's just great. Ironic how she left us in a sorry state. I protest it's money wasted, build a school instead. The only reason that I'll go is to make sure she's dead. I say, hey ho, here we go, tell everybody I know she's gone. Color me with love. You build a bonfire, paint the sky. Come on down, I'll tell you why she's gone. Nobody cries the day that Margaret Thatcher dies. The day that Margaret Thatcher died. The day that Margaret Thatcher died. The day that Margaret Thatcher died. Yeah.
wicked witch of Westminster's left an evil curse. Now it's down to Thatcher's children and it's getting worse. And I say, hey ho, here we go. Tell everybody that we know she's gone. Color me with love. Yeah, build a bonfire, paint the sky. Come on down and I'll tell you why she's gone. Nobody cries. The day that Margaret Thatcher dies. 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 Margaret Thatcher dies. Come on now, die, 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 die. Yeah, die, 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 on the day that Margaret Thatcher died. Margaret Thatcher has died at the age of 83. She reportedly died of cardiac arrest in her headquarters in Lincolnshire, England, on Friday. Bernard Stiegler, vous regrettez aussi qu'il n'y ait plus de critique de l'idéologie. Pourtant, on pourrait se dire, mais c'est la fin des idéologies, il y a bien longtemps qu'il n'y en a plus. Oui, ben c'est là qu'on on entend ça souvent encore. Et ceux qui disent ça sont en plein dans l'idéologie. Parce que ce qu'on appelle la fin des idéologies, c'est une expression qui a été popularisée par Jean-Pierre Faye en France, mais enfin on l'a trouvé bien. C'est un discours qui n'a absolument rien compris à ce que c'était que l'idéologie, au sens où l'idéologie allemande de Marx et Engels, en 1845, a décrit ce que c'était que l'idéologie. Mais s'il en va ainsi, c'est pas à cause de Jean-Pierre Faye. Il a joué son rôle, mais c'est à cause des marxistes, qui n'ont rien compris au texte de Marx et de Engels. Et je parle des marxistes, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que les marxistes? Ce sont les professionnels, les fonctionnaires du marxisme. Et comme il y en a eu beaucoup quand j'étais jeune gamin, ça pullulait. Il y en avait presque autant que des électeurs du Front National. Et je ne mets pas du tout sur le même plan le Front National, et j'ai été moi-même un militant communiste. Et j'ai le plus grand respect pour ces militants, qui se sont quand même beaucoup trompés, à commencer par moi. J'ai un principe en philosophie, c'est qu'on commence par balayer devant sa porte. Ça me paraît être le truc fondamental, comme devant son tonneau, vous voyez. On fait le ménage devant son petit tonneau. Mais, une fois qu'on a fait ça, on peut s'autoriser à dire aux autres, mais vous feriez bien d'en faire autant quand même. Les gens n'ont rien compris à l'idéologie allemande de Marx et Engels. D'ailleurs, on n'est pas obligé de leur faire un procès, parce que Marx et Engels eux-mêmes ont dénaturé leur discours dans les années 60, 1860. Mais ce que disent Marx et Engels en 1845, j'analyse ça dans un des chapitres de ce livre, et dont j'en parlais d'ailleurs déjà dans un autre livre qui était État de choc, mais sur un autre volume. Ils disent qu'il faut d'abord appréhender l'être humain comme une forme technique du vivant. Ce n'est qu'à partir de là qu'on peut comprendre comment se peut se développer quelque chose qu'ils appellent l'idéologie, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'idéologie? C'est ce qui va être produit par ceux qui utilisent ces formes techniques du vivant contre ce vivant lui-même. C'est ce qu'on appelle l'exploitation de l'homme par l'homme. Et c'est ce qui organise ce qu'ils appellent à la fin du livre la lutte des classes. À savoir que, disent-ils, cette lutte des classes, elle n'est rendue possible que lorsque ceux qui maîtrisent les technologies contre les autres, et qui obligent les autres à s'y soumettre, mais sans voir leur dimension technologique, parce que voir leur dimension technologique, c'est voir qu'on peut changer l'état de fait, et qu'on n'est pas obligé de se soumettre à cette situation, eh bien ceux-là vont produire un récit qui est une illusion, qui va dissimuler la situation, que j'appelle moi une situation organologique. Organologique, ça veut dire où des organes artificiels viennent s'articuler avec des organes organiques, et non pas organologiques, c'est-à-dire des organes vivants, et vont modifier le fonctionnement des organes vivants.
Je m'appuie beaucoup sur Georges Canguilhem, qui était un grand philosophe et médecin, mais aussi inspecteur général de philosophie. Donc à cette époque-là, l'inspection générale, il y avait des sacrés inspecteurs. Hein. À cette époque-là, c'était beau. Hein. C'est une belle époque. Qui a fait une interprétation très 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 différente du marxisme, tout en ayant été beaucoup lu par les marxistes, à commencer par Althusser, et tous ces gens-là, ils étaient collègues. Mais Althusser n'y a strictement rien compris à tout cela. J'en parle beaucoup dans ce bouquin aussi, je relis des textes d'Althusser, et pour montrer comment il a rendu absolument incompréhensible l'évolution technologique récente. Ce qui a fait que finalement, ceux qui ont très bien compris, et Madame Forester, qui est maintenant décédée, Viviane Forester, l'avait elle-même très très bien dit, c'est le grand capital qui a très bien compris tout cela. Et qui s'en est du coup servi d'une manière magistrale et admirable d'ailleurs. Moi j'ai une grande admiration pour le capitalisme. Comme Marx en avait une d'ailleurs, parce qu'il le disait très volontiers. Et je pense que pour pouvoir critiquer quelque chose, il faut d'abord être capable d'admirer ce qu'il a de grand. Aujourd'hui, je déplore beaucoup que l'extrême gauche, par exemple, éructe contre le capitalisme, mais ne voit pas sa force et sa grandeur, et du coup est minuscule face à cette grandeur, et du coup ne fait que protester, c'est-à-dire générer du lepénisme. Finalement, ce processus qui tend à la naturalisation de phénomènes qui sont des phénomènes qui normalement ne sont pas de l'ordre de phénomènes naturels, c'est ce qui fait aussi que du coup nous avons du mal à accepter le changement, sans doute, parce que nous disons cela a toujours été, c'est ainsi. Donc là on voit bien effectivement comment à un moment donné le cercle est fait, quoi. C'est-à-dire que nous tombons dans une sorte de cercle vicieux. Et il y a aussi tout un aspect de votre vocabulaire qui est celui de l'hyper. Vous parlez de société hyper-industrielle, vous parlez de hyper-matérialisme, on peut même dire de vous que vous êtes sans doute un philosophe hyper-matérialiste. Vous parlez aussi de hyper-menace quant à la destruction de l'attention. Quel rôle joue le mot de hyper pour vous? Ça désigne un processus de rupture généralisée que certains appellent une rupture anthropologique et qui indique que nous sommes en train de vivre une époque où, très clairement, l'humanité change de nature. Elle n'a jamais eu de nature, l'humanité d'ailleurs. Hein. C'est précisément ça, l'humanité. D'ailleurs, pour ça que j'évite le mot même humanité, moi, je parle de la vie technique. Mais disons que la forme de vie qui correspond à ce qu'on appelle l'humanité est en train de changer de manière radicale. Et donc, on est en train de... Voilà, c'est l'ensemble des conditions de la viabilité, de la désirabilité, de l'humanité, de la noéticité. Je prends un terme des Grecs, le nous en grec, ça veut dire l'esprit ou l'intellect. Et Aristote appelait les gens comme nous des âmes noétiques, c'est-à-dire dotées d'un esprit, d'un intellect. Esprit, pour moi, ça veut dire à la fois ce qui permet que de génération en génération se transmettent des acquis. Et intellect, ça veut dire que ces acquis sont toujours exposés à la critique analytique. Voilà, et donc sont sans arrêt remis sur le chantier, sur le métier et réexposés à la critique. Bon. Les conditions de tout cela aujourd'hui, de tout ce qu'on appelle l'humain, sont totalement en train de se redéfinir. Et donc, il y a un moment hyper critique, on peut dire, qui suppose un saut énorme, mais en même temps qui n'est pas totalement incommensurable. Il est tout à fait analysable. Personnellement, ça fait 25 ans que je suis convaincu de cette transformation. J'avais fait une exposition il y a 25 ans exactement, 26 ans maintenant, au Centre Pompidou, où c'était déjà l'enjeu, ça s'appelait Mémoire du futur. L'homme, c'est un être qui se caractérise par le fait qu'il a une mémoire artificielle. C'est ça qui fait de l'homme un être noétique. Sa mémoire artificielle change. Au départ, la mémoire artificielle de l'être humain, c'est le silex taillé. Bon. Et jusqu'à peu près à l'homme de Néandertal, c'est essentiellement du silex taillé. L'homme de Néandertal, ça apparaît en gros vers il y a 300 000 ans. Avec l'homme de Néandertal, on sait qu'il y a des changements de support qui commencent à apparaître nouveaux, mais on en a l'attestation certaine qu'à partir d'il y a 40 000 ans avec la grotte Chauvet, enfin 35 000 ans, dans ce qu'on appelle le paléolithique supérieur. Là, qu'est-ce qu'on voit? Des nouveaux supports où tout à coup,
Et bien sûr, ces supports, on voit ce qu'ont vu ceux qui ont fait ces supports. C'est extraordinaire. On ne savait pas ce que voyait l'homme de Néandertal du début, on ne savait pas ce que voyait l'Australopithèque, mais on sait ce que voyait l'homme de Paléolithique supérieur, puisqu'il l'a dessiné. Après cela apparaissent les premières formes qui vont conduire aux idéogrammes, et puis des idéogrammes à l'alphabet, à l'imprimerie, de l'imprimerie à l'audiovisuel, etc. C'est ce que j'appelle le processus de grammatisation. Il est évident que le passage dans le Paléolithique supérieur a ouvert une nouvelle période de l'être humain. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'homme sapiens sapiens ou l'homme moderne qui apparaît là, c'est-à-dire nous. C'est quelqu'un qui fait partie de notre histoire directe. Il est évident qu'à partir du moment où les caractères, les idéogrammes apparaissent, on entre dans les grandes civilisations urbaines, la Chine, l'Égypte, la Mésopotamie, et ça c'est le début de ce qu'on appelle donc les civilisations. Sur la base de quoi, en Judée et en Grèce, exactement au même moment d'ailleurs, à toute petite région du bassin méditerranéen apparaît l'Occident. Et ça, c'est complètement lié à l'alphabet. Et ensuite, la grande transformation de l'Europe occidentale qui domine planétairement le monde, c'est lié à l'imprimerie. Et donc, c'est la Renaissance. Voilà. Alors, nous vivons quelque chose qui est au moins de cet ordre-là, de l'imprimerie, mais à mon avis, c'est beaucoup plus important. Je pense qu'on vit quelque chose qui est à peu près de l'échelle de ce qui s'est passé au Paléolithique supérieur. Alors, tout cela, vous appelez l'imprimerie, enfin les textes que nous produisons, les tableaux que nous pouvons peindre, vous appelez tout ça des rétentions tertiaires, si je crois bien. Et lorsque vous posez dans cet ouvrage, donc Pharmacologie du Front National, la question de qu'est-ce qui est révolutionnaire aujourd'hui, vous dites ce qui est révolutionnaire aujourd'hui, c'est la déprolétarisation. Alors, est-ce qu'il s'agit finalement justement de se déprolétariser de l'emprise de toutes ces rétentions tertiaires, c'est-à-dire d'avoir conscience qu'elles nous font plus que nous les faisons? Alors, il s'agit de se déprolétariser, non pas de l'emprise de ces rétentions tertiaires, mais par ces rétentions tertiaires, mais en faisant que ces rétentions tertiaires deviennent nos rétentions tertiaires et non pas celles de Facebook. Les rétentions tertiaires, c'est ce qui permet à l'homme de s'hominiser, à l'âme noétique de se noétiser. C'est par l'extériorisation que l'âme se noétise. Donc, qu'elle s'extériorise dans du silex taillé, qu'elle s'extériorise dans des parois rupestres, dans des idéogrammes, dans des caractères, ou dans du silicium sur les data centers de Google, c'est toujours la même chose. Ce qui change, c'est que depuis le numérique en particulier, mais ça avait déjà commencé avant avec l'analogique, ça passe par des voies industrielles, qui suppose une appropriation des moyens de production industriels par le capital et une expropriation au sens, une spoliation, comme disait Marx et Engels. Parce que Marx et Engels, comment est-ce qu'ils décrivent la prolétarisation de leur première version, parce qu'après ça change, c'est une extériorisation du savoir-faire des ouvriers qui passent dans les machines, ils sont privés de leur savoir-faire. Nous vivons la même chose, on est privés de notre personnalité aujourd'hui par les réseaux sociaux. Mais Marx et Engels ne disent pas du tout qu'il faut jeter les machines dans le Rhône. Là, ils disent c'est les ludites, c'est les gens qui n'ont rien compris à la puissance que la bourgeoisie porte en elle. Non, il faut s'approprier tout cela. Mais cette appropriation passe par une déprise. Alors, ça passe par une déprise, oui, mais ça passe surtout par une intériorisation. Je veux dire par là que ça passe par le fait que, si vous voulez, la seule possibilité de vous déprendre du pouvoir d'une machine, d'un serveur, etc., c'est de l'avoir intériorisé. Et d'en avoir la conscience critique. Qu'est-ce que veut dire critique? Ça veut dire d'abord d'être capable de l'arrêter. Pas forcément tout seul. Aujourd'hui, tout seul, on ne peut pas arrêter ces machines-là. Mais collectivement, on le peut. Et aujourd'hui, la question, c'est d'organiser un pouvoir politique des citoyens numériques que nous sommes, qui se réapproprient ces datas et qui exigent une nouvelle constitution. Moi, je suis pour une nouvelle république, mais c'est pas une république, en l'occurrence française, dont je parle, c'est d'une internation. Je pense qu'il faut que, au niveau de toutes les sociétés du monde entier, des grands états généraux se rassemblent, comme il y en a eu en 1789, mais c'est pas avec le tiers état de 1789, c'est avec je ne sais pas comment il faut l'appeler, des communautés du monde entier qui décident d'instaurer un nouveau droit. Un nouveau droit de tout cela, et en se donnant les moyens de le faire.
Parce qu'il ne suffit pas de claquer il faut travailler beaucoup. Ça suppose une philosophie politique, une philosophie du droit. Ça suppose aussi une connaissance très très précise de ces technologies. Mais là, il y a des gens qui connaissent très très bien. Gert Leving, dont je parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui connaît très très bien toutes ces choses-là. Moi-même, je travaille avec des ingénieurs qui connaissent très très bien toutes ces choses-là. Simplement, aujourd'hui, ceux qui font la synthèse de tout cela, c'est les grandes entreprises du capitalisme, contre lesquelles, d'ailleurs, je ne dis pas qu'il faut les empêcher de vivre. Hein. Aujourd'hui, elles apportent énormément de services. Simplement, je dis qu'il faut recadrer tout cela. Il est totalement inconcevable de laisser tout cela entre les mains de gens qui détruisent l'esprit des enfants, par exemple. Et puis par ailleurs, il faut inventer, il faut produire de l'invention. La critique ne suffit plus, et surtout pas la résistance, parce qu'on dit toujours qu'il faut résister à ci, il faut résister à ça. Non, il faut inventer. Par exemple, il faut inventer des réseaux sociaux qui soient vraiment des réseaux sociaux contributifs. Et il faut affirmer que ces réseaux sociaux ne doivent pas être sur le marché. Parce qu'une des choses qui a pesé beaucoup dans les 20 dernières années, c'est les années du World Wide Web. Le World Wide Web, donc, il faut toujours rappeler qu'il est inventé par un Anglais et un Français. On parle toujours de Tim Berners-Lee, mais il y a aussi Robert Caillot. C'est pas que j'ai envie de faire des cocoricots, mais c'est simplement que c'est pas pour rien qu'il y a un Français, c'est parce que la France, à cette époque-là, a un des meilleurs centres de recherche du monde, qui s'appelle le CNET, dans cette technologie-là, et que par ailleurs, c'est la meilleure école de mathématiques du monde, c'est une des meilleures écoles, sinon la meilleure école de génie logiciel du monde, enfin bon. Et tout ça, c'est parce que l'État a investi beaucoup d'argent en amont du marché. Depuis, on a liquidé France Télécom, on a détruit le CNET, on a tout privatisé, il n'y a plus de recherche. C'est un scandale. La France est devenue un nain industriel. Et pourquoi ? C'est parce qu'on a dépecé tout cela. On a abandonné toute ambition politique. Aux États-Unis, la recherche, elle n'est pas du tout portée par la puissance privée. Hein. C'est l'armée américaine qui porte la recherche aux États-Unis. Et donc c'est une puissance publique. Il y a une stratégie publique aux États-Unis. Il y en a toujours une, mais elle est cachée. Parce qu'il y a une idéologie qui dit vous n'avez pas besoin d'une politique industrielle, c'est le marché. C'est archi faux, c'est jamais le marché qui décide des ruptures technologiques, le marché est conservateur. Donc la question c'est de reconstruire une vraie puissance publique, pas contre le marché, moi je ne suis pas du tout anti-marché, en tout cas pas à court terme, je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas d'alternative au marché. Ça viendra peut-être, mais pas dans l'immédiat. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut faire un chemin critique. Donc il ne faut pas commencer à dire demain on reste gratis, quoi, comme aimait bien dire Nicolas Sarkozy. On peut imaginer que l'économie contributive soit autre chose que le marché, par exemple. Non, mais bien sûr, mais elle commencera par être une économie du marché, à côté du marché, et compatible avec le marché. Si vous voulez, il faut être très réaliste. Aujourd'hui, 90 ou 95% des gens qui ont un salaire et de quoi payer leur loyer dès que leur môme ont un salaire fourni par le marché. Donc il ne faut pas leur dire demain c'est fini, c'est pas vrai du tout. Ce qu'il faut, c'est construire une économie de transition. Il faut négocier avec l'ensemble de la société un chemin qui dit bon, voilà, dans 10 ans on en sera là, dans 15 ans on en sera là, dans 20 ans on en sera là, on verra bien, hein, on corrige le tir en permanence. C'est ça le. Moi, j'ai dirigé des boutiques, hein, j'ai dirigé une entreprise de 1000 personnes, je sais ce que c'est qu'un budget de 800 millions de francs, voilà. Et quand on veut faire des changements, eh bien, il faut et ça se négocie. Bon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on négocie plus rien au niveau politique, c'est Wall Street et la City qui décident de tout cela, et dans notre dos, voilà. Et on est totalement impotent. Mais c'est parce qu'on est impotent, parce qu'on n'a pas le courage de poser les problèmes comme il le faut. Aujourd'hui, ces problèmes doivent être posés au niveau de l'internation, au niveau d'une communauté mondiale, pour créer un nouveau cadre de négociation du droit commercial avec l'OMC, du droit politique avec l'ONU, du droit du travail avec l'OIT, du droit de la santé avec l'OMS, etc. Il y a des organisations, elles existent. Donc il faut s'en occuper, il faut s'en emparer. Ce qui est catastrophique, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces organisations sont totalement envahies par les lobbies qui représentent exclusivement des intérêts du marché et que nous ne nous en servons pas. En même temps, rien ne se fera s'il n'y a pas de pression populaire. Mais ça, je suis bien d'accord avec vous. Quand je dis respecter le droit, ça ne veut pas dire sans pression populaire. En général, pour faire obtenir des droits, il faut formuler des droits en respectant la différence entre le fait et le droit, c'est-à-dire en étant légaliste. Mais évidemment. Je dis cela parce que la pression populaire aujourd'hui elle est plutôt inexistante ou alors elle s'exprime. Mais non, elle n'est pas inexistante. Elle existe tout à fait. C'est le Front National, la pression populaire. Donc elle existe très fortement, cette pression populaire. Et aujourd'hui, comme on ne lui propose rien, elle va au Front National. Et c'est bien fait pour nous. On n'avait qu'à être un peu sérieux et courageux.
On s'en prend beaucoup aux hommes politiques, à Hollande, à Sarkozy et tout ça. On a bien raison, je ne m'en prive pas. Hein. Mais il faut s'en prendre aux intellectuels. Il faut s'en prendre aux artistes. Il faut s'en prendre à tous ceux qui ont une responsabilité, qui ont une revendication noétique, qui disent « Moi, je suis un artiste, moi, je suis un scientifique, moi, je suis un prof de philo. » Eh ben, faites votre boulot. Et votre boulot, c'est pas d'aller faire votre cours dans votre classe de terminale ou dans votre université et de revenir bien content en disant « J'ai fait mon petit cours sur Hegel, j'ai fait mon travail. » Pas du tout. Absolument pas. Jamais les philosophes n'ont fait ça. Les philosophes, ils ont fait la guerre, ils sont morts fusillés. C'est ça, un philosophe. Mais quand je dis un philosophe, je dis toutes les disciplines de l'esprit, parce qu'autrefois, jusqu'à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, mathématicien, physicien, c'était philosophe, il s'appelait philosophe. Newton disait, je suis un philosophe. Il a écrit un traité de la philosophie naturelle. Il n'a pas écrit un traité de physique, c'est après coup qu'on a dit c'est de la physique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tous ceux qui prétendent représenter la vie de l'esprit ont une énorme responsabilité dans la situation actuelle. Merci Bernard Stiegler. Je rappelle cet ouvrage, Pharmacologie du Front National, suivi du vocabulaire d'Ars Industrialis. C'est édité aux éditions Flammarion et vous êtes donc à Marseille autour du projet Utopie pour 2 conférences. Une qui s'intitule Une époque hyper-industrielle par-delà le pour et le contre. Et puis une autre qui s'intitule Les enjeux de l'éditorialisation, des publications dans l'espace public numérique. Je pense que c'est 2 conférences qu'on pourra prochainement entendre sur les ondes de Radio Grenouille. Merci Bernard Stiegler. Merci à vous.